Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Depuis l'an dernier, on est très heureux d'être associé à l'Université populaire les mercredis des Révolutions. Une fois par mois, la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle organise une séance de conférences-discussions autour des enjeux révolutionnaires. Le 2 décembre dernier, c'était une rencontre sur les femmes en 1968, animée par Caroline Fayolle de l'Université de Montpellier, avec l'historienne Ludivine Bantigny et l'écrivaine et actrice de l'événement Leslie Kaplan. Une rencontre tenue de façon virtuelle, via Zoom, c'est mieux que rien, mais ça a créé pas mal de coupures et de problèmes audio, ce qui explique qu'on entendra peu Leslie Kaplan qui a eu des difficultés pour se connecter, on vous prie de nous en excuser, ce sera à 43 minutes environ de l'émission. Si vous aimez l'histoire sociale, restez à l'écoute du podcast, ce vendredi on parlera d'un grand livre consacré au temps de travail du Moyen-Âge au 19e siècle. Rendez-vous sur la page Facebook de Parole d'Histoire ou sur Twitter @ParoleList et sur notre site internet paroledhistoire.fr pour en savoir plus et retrouver tous les épisodes. Tout de suite, Caroline Fayolle pour introduire la discussion sur les femmes en mai-juin 68. Je vais juste faire quelques mots d'introduction avant de poser des questions à Ludivine. Donc cette séance, je le disais, était consacrée aux femmes en mai 68. Alors on va plutôt parler de mai-juin 68, tant cette période de mobilisation s'est étendue largement au mois de juin. Alors mai 68 et juin 68 donc, sont une crise politique, mais c'est pas à proprement parler une révolution, puisqu'elles n'ont pas entraîné un changement de régime politique. Pour autant, 68 a permis l'émergence en France et dans plusieurs pays du monde d'un véritable mouvement de contestation globale, d'un mouvement d'émancipation qui cherchait à transformer radicalement à la fois le travail, l'éducation, ou encore tout simplement la vie. Dès lors, aborder 68 aujourd'hui, c'est parler d'espoir d'un nouveau monde. Et c'est vrai que c'est une bouffée d'air, surtout en ce moment, ce temps de crise sanitaire, de lois, de passage en force de lois contestées, mais aussi de répression policière. Je crois que voilà, tous ensemble, de faire appel aux espoirs d'émancipation de mai 68 sera vraiment une respiration. Donc 68 est encore l'objet de clichés médiatiques, je l'ai encore entendu en dépit de toutes les avancées de l'historiographie, on parle encore de 68 comme un mouvement notamment individualiste. Alors pourtant, Ludivine Bantigny, qui est ici présente, a bien rappelé que la contestation de 68 a au contraire initié l'essor du collectif, je la cite. Cet essor du collectif est passé notamment par l'immense mouvement de grève qui a connu mai 68 et qui a été finalement longtemps occulté de la mémoire collective. Voilà. Et pour autant aussi, ce qui a été occulté de cette mémoire collective, c'est aussi pendant longtemps le rôle des femmes en mai-juin 68. Donc du coup, le but de cette séance, c'est finalement de restituer les voix de ces femmes, leurs combats, leurs espoirs et aussi leurs expériences. Alors, l'historienne Christine Ross a défendu la thèse que la culture politique de 68 aurait remis en cause la notion de hiérarchie, à la fois au sein de la société et au sein des organisations militantes. Pour autant, on peut s'interroger, a-t-elle aussi remis véritablement en cause les rapports de domination entre les sexes et les normes sexuées aliénantes? De fait, les mouvements féministes en France se sont développés non pas tant pendant 68, mais au début des années 70, avec la création bien sûr du MLF, Mouvement de libération des femmes en 70, mais aussi du MLAC, Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception en 73. Alors, il y a quand même eu des féministes comme Anne Zelensky, Christine Delphi, qui ont tenté de s'organiser en 68 en créant le groupe mixte féminin-masculin Avenir, FMA, mais leurs voix n'ont pas été, selon elles, entendues. Alors, du coup, cette séance, ça sera aussi l'occasion de revenir sur la relation entre 68 et le féminisme et peut-être sur des rendez-vous manqués. Et puis, on s'interrogera aussi sur cette fameuse révolution sexuelle. On dit souvent que mai 68 fait un temps de révolution sexuelle. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu pour les femmes comme pour les hommes? Ça aussi, c'est une question qui va traverser cette séance. Alors du coup, pour aborder toutes ces différentes questions, on a le très grand plaisir d'accueillir Ludivine Bantigny, qu'on remercie encore beaucoup pour sa participation et d'avoir accepté de jouer le jeu du distanciel. Et puis donc Leslie Kaplan, qui donc comme je vous le disais, je l'espère, va nous rejoindre. Alors quelques mots de présentation de Leslie Kaplan et puis ensuite de Ludivine. Leslie Kaplan est écrivaine, elle est poétesse, elle a aussi été une actrice de mai 68, c'est aussi à ce titre que, je l'espère, elle interviendra tout à l'heure.
Elle a fait donc de nombreux livres. Alors, je peux en citer 2 qui sont en lien directement avec la séance et qui sont récents. Donc, il y a Mathias et la Révolution, qui s'est sorti à POL en 2016. Et Mai 68, le chaos peut être un chantier, conférence interrompue, qui est aussi paru chez POL en 2018. Alors, Ludivine Bantigny, elle est historienne, elle est maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à Rouen, et donc aussi une bibliographie très, très prolixe. Alors, parmi ces nombreux ouvrages, on peut citer notamment en lien direct avec cette séance, 1968, De Grand Soir en Petit Matin, qui est paru au Seuil en 2018. On peut aussi citer un ouvrage collectif qu'elle a co-dirigé avec Fanny Bugnon et Fanny Gallo, avec ce fameux titre qui reprend un slogan féministe « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes », le genre et l'engagement dans les années 1968, et qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2017. Voilà pour les quelques mots de présentation. Ce que je propose, c'est de commencer la discussion avec Ludivine. Et je voulais commencer cette discussion par le thème de la prise de parole, justement, la prise de parole des femmes. Bien sûr, tout le monde, on se rappelle souvent de cette citation de Michel de Certeau, en mai 68, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. Donc, avec cette idée que cette libération de la parole qui a été perçue par les contemporains d'art comme une grande spécificité de mai-juin 68, avec une émergence d'une parole critique, une forme de parole qui vient conscientiser aussi les dominations. Et donc, voilà, j'aimerais tout d'abord entendre Ludivine sur cette question de la prise de parole, en lui demandant, est-ce que pour elle, 68 a été véritablement l'occasion d'une prise de parole, d'une libération des paroles des femmes? De quelles femmes déjà? Quelles femmes parlons-nous? Et puis, est-ce qu'elle peut nous dire aussi des choses sur leurs revendications, les mots aussi qu'elles utilisent et plus généralement leur aspiration? Bonsoir à toutes et à tous. Un très grand merci à toute l'équipe organisatrice et puis particulièrement à toi, Caroline, pour l'animation de ce débat et les questions que tu as travaillées, toutes les interrogations que tu soulèves. J'espère aussi vraiment que Leslie sera parmi nous parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et pour moi, elle représente vraiment cet esprit de 68 puisque, comme tu l'as rappelé, elle en a été une actrice, une véritable protagoniste. On va peut-être pouvoir insister d'ailleurs sur cette notion-là de protagonisme au sens où de supposés anonymes acquièrent un nom, acquièrent une voix en 68 puisque Leslie, elle était ouvrière en fait, elle travaillait dans une usine en 68 tout en étant écrivaine et on y reviendra avec elle tout à l'heure, hein, j'en suis sûre qu'on va trouver la solution là qui se dessine. Elle a dit ces choses importantes sur le fait que, pour reprendre une de ses formules, en 68, on quittait la case et le cas, hein, on quittait les cages, on voulait être autre chose qu'une fonction de production. Et voilà, être autre chose qu'une fonction de production, c'est déjà une première manière de répondre à ta question, Caroline. En fait, ce qu'a pu décrire Leslie Kaplan à ce sujet, en racontant les usines, en racontant les femmes dans les usines, les ouvrières qui s'installent dans la cour de l'usine, qui parfois ont pris leur tricot, hein, ont pris de l'ouvrage, hein, comme on le disait, ou comme on disait aussi au 19e siècle. Ça rappelle bien sûr les tricoteuses, hein, les fameuses révolutionnaires tricoteuses pendant la Révolution française qu'avait étudié Dominique Godino. C'est-à-dire, elles sont femmes et elles arrivent avec du travail supposément assigné à leur rôle de femme, donc le tricot entre autres, et en même temps elles portent une parole publique, elles portent une parole sociale et politique, donc elles franchissent en fait un double interdit, hein, ce que l'historien Xavier Vignat, qui a beaucoup travaillé sur l'insubordination ouvrière, a nommé la double effraction, hein. C'est une double effraction parce que elles occupent, comme des millions de personnes en 68, leur lieu de travail. Donc, c'est déjà une effraction puisque c'est transformer, c'est métamorphoser le lieu de travail en autre chose qu'un lieu de labeur, mais un lieu d'expression. Et elles le font doublement parce qu'elles sont femmes. Alors, on pourrait et on pourra peut-être revenir aussi sur les limites, les freins, les obstacles qui leur ont été imposés, parfois tout simplement par leurs collègues, par leurs camarades, par des camarades parfois syndicalistes qui n'entendaient pas forcément qu'elles prennent cette parole, qu'elles prennent cette place
et qu'elles prennent ces lieux. Ce que décrivait Leslie, et elle le dira mieux que moi, mais je voudrais la citer là, tant qu'elle n'est pas là, à propos de ces femmes qui s'installent comme ça dans la cour de l'usine pour imposer leur présence, se rendre visible et se rendre audible. Alors je la cite dans un texte très beau, dans un ouvrage collectif qui s'appelle Écrire 68. Des femmes avaient apporté des chaises dans la cour, elles tricotaient. Tu vois ça, des femmes assises sur des chaises en train de tricoter dans une cour d'usine, sous le grand ciel bleu et blanc. Elles tricotaient, elles discutaient. Et voilà, il y a cette manière vraiment d'imposer une présence. Alors, c'est vrai que, comme l'a rappelé Caroline, Michel de Certeau, le philosophe lui-même protagoniste de cette grève générale en mai-juin 68, a vraiment beaucoup insisté sur la prise de parole. En fait, il faut dire que Certeau avait lui-même chippé cette formule qu'il avait dû entendre au théâtre de l'Odéon, occupé, et donc l'une des personnes qui était intervenue dans ces longs débats au théâtre de l'Odéon avait dit ça, avait dit quand on prend 89 et on retourne les chiffres et puis ça donne 68 et donc regardez, en fait on prend la parole comme on a pris la Bastille en 89. En fait, ce qu'on va peut-être pouvoir tirer comme fil au cours de cette discussion, c'est cette espèce de tension, cette espèce de contradiction qu'il y a quant au genre de 68, à la construction des rôles sexués, des rôles masculins et féminins en 68. Parce que d'un côté, il y a un très puissant protagonisme des femmes. Je reprends la conception du protagonisme à l'historien italien Haim Burstein quand il lui réfléchit aux révolutionnaires de 89-94. Donc, il dit que le protagonisme, c'est une manière d'entrer dans la chose politique, d'entrer dans l'histoire, comment des individus ordinaires endossent un rôle qui, lui, n'est pas ordinaire, qui devient extraordinaire par et dans l'événement. Donc, les femmes en 68, elles sont vraiment très impliquées. Et pour répondre à la question de Caroline sur la sociologie, cette sociologie des femmes impliquées, elle est extrêmement diverse, elle est extrêmement vaste, puisque ce sont aussi bien des lycéennes et des étudiantes que des ouvrières et des employés, que des hôtesses de l'air ou des salariés de grands magasins. Et dans tous les cas, elle forge vraiment des revendications. En fait, pour tout vous dire, j'aperçois ma propre mère là dans ce Zoom. Je ne savais pas qu'elle serait là. Elle travaillait aux chèques postaux, ma maman, en 68. Et en fait, les archives de 68 montrent à quel point les postières des chèques postaux, c'était vraiment des lieux très féminisés. Elles étaient très impliquées, elles étaient très mobilisées dans la grève et on peut retrouver justement dans les archives un certain nombre de cahiers de revendications, aussi bien justement de postières que d'hôtesses de l'air, que de salariés de grands magasins, comme je le disais. Par exemple, en fait, c'est l'occasion de révéler les conditions de travail, bien sûr, puisque c'est proposer des revendications pour à la fois changer la vie, comme l'avait dit Rimbaud, et pour améliorer ses conditions de travail, ses conditions ordinaires. Donc, elles sont très, très précises dans leurs revendications. J'ai en tête, par exemple, un cahier de revendications, dit aussi cahier de doléances des hôtesses de l'air et hôtesses d'accueil d'Air France. Et elles disent notamment qu'elles veulent améliorer leur quotidien au travail et pour autant, elles refusent les primes. Ça m'avait beaucoup marqué. Elles refusent les primes parce que les primes sont des facteurs de division, en fait, d'individualisation des relations de travail en récompensant certaines au détriment d'autres, que ça, en fait, ça implique une concurrence, une compétition entre elles, et ça, elles le refusent. Donc, il y a d'un côté beaucoup de femmes qui s'expriment, et de l'autre, les obstacles qui leur sont posés. D'abord parce que, encore une fois, c'est en effet très subversif que des femmes se mettent à parler. On le voit très bien dans les archives policières, dans les rapports de police, qui voient, bon ça c'est classique, je vois que Mathilde Larère est présente, Caroline, vous connaissez très bien ces enjeux-là pour d'autres périodes. En fait, très rapidement se forgent
des clichés sur ces femmes qui osent prendre la parole sur leur lieu de travail ou dans la rue. On a beaucoup de rapports de renseignements généraux ou de manière générale des rapports policiers qui disent en fait déjà, il y a une stupéfaction et puis ce sont des hystériques, des passionnariats, voire on réenclenche le vocabulaire disqualifiant, par exemple, de la commune, les pétroleuses, etc. Donc, plus tard, on le sait, les femmes engagées dans certains mouvements féministes vont retourner ce fameux stigmate des pétroleuses et utiliser ce terme pour en faire notamment un journal. Donc, elles sont mal vues par la police, mais parfois elles sont aussi mal vues par, comme je disais tout à l'heure, certains de leurs camarades syndicalistes. Par exemple, des dirigeants de syndicats qui préfèrent que les femmes n'occupent pas, ou surtout qu'elles n'occupent pas leur lieu de travail la nuit. Donc, on a même des archives qui nous montrent des photos d'usines occupées où il est écrit chantier dangereux, interdit aux femmes et aux enfants. Parce que voilà, c'est une manière là aussi de les infantiliser. Parce que on pourra y revenir plus longuement, mais c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est que les femmes, dans bon nombre d'organisations syndicales, politiques, même les plus émancipatrices, même les plus subversives, même les plus révolutionnaires, en fait, ne peuvent pas s'empêcher de reconduire une domination masculine, de reconduire des clichés, de reconduire une forme soit de sexualisation des femmes. Je pense à ce que font les situationnistes en montrant toujours, oui, vous vous souvenez sans doute, en détournant les bandes dessinées et en faisant des sortes d'armes offensives. Mais en fait, souvent, le corps des femmes y est complètement sexualisé. Elles sont uniquement des objets sexuels, le plus souvent décérébrés, qui sont de pur corps en attente de sexualité. Soit, c'est toujours, c'est l'éternelle dichotomie de la maman et la putain. Donc, soit elles sont, surtout aux yeux de la direction du Parti communiste français, de la CGT, elles sont d'abord des mères de famille. Et donc, ce qu'il faut revendiquer pour elles, c'est davantage de congés de maternité, davantage de congés pour les enfants malades, etc. Et la dernière chose que je voudrais dire au sujet de cette tension-là, c'est que certaines femmes elles-mêmes l'intériorisent, l'incorporent. Et c'est toute la question aussi de la légitimité. Est-ce qu'elles ressentent vraiment la légitimité à s'exprimer ? En fait, il y a bien sûr des documents qui les montrent à l'offensive en disant qu'elles en ont assez, justement, de voir que la domination masculine se reproduit, y compris dans des lieux où il s'agit de lutter contre la domination en général. Donc, je me souviens par exemple d'un tract à Sciences Po, d'un tract plein d'humour à Sciences Po Paris, occupé, où des étudiantes disent en fait, on en a un petit peu assez d'un partage du travail déséquilibré. Donc, ce qu'on va faire, c'est aussi faire la grève des sandwichs, nous les femmes et les jeunes femmes. Et donc, c'est aussi en lien avec des scènes qui ont pu exister au même moment aux États-Unis, sur certains campus états-uniens comme Columbia à New York, où il y a un grand sit-in sur le campus, et puis tout à coup, il y a un leader étudiant qui dit là, c'est l'heure du déjeuner, il va falloir que certaines femmes se dévouent pour faire à manger. Et là, elle part d'un grand éclat de rire, quoi. Voilà, elle dit n'importe quoi. Ça, c'est juste impossible. Donc, soit on fera la cuisine ensemble, femmes et hommes, soit on n'aura rien à manger, quoi. Mais quand même, il y a aussi quand même cette difficulté parfois à se sentir légitime à s'exprimer. Et donc, tu as raison de souligner, Caroline, que en fait, l'événement de mai-juin 68, parce qu'il ne pose pas véritablement la question du genre, parce qu'il ne pose pas véritablement la question des femmes, et que cette question-là, elle est invisibilisée, que les leaders de 68 sont uniquement des hommes, et qu'ils ne voient pas le problème. Enfin, ils ne le voient pas. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une question qui est rendue visible, qui est rendue audible.
ça leur pose pas de problème de voir que le monopole des haut-parleurs et des micros et des tribunes soit un monopole masculin. Donc la question n'est pas posée. Et c'est en fait à la faveur de l'événement que la prise de conscience va aussi s'opérer dans les mois et puis les années qui vont suivre. Donc, je te remercie, Ludivine, parce que tu as abordé énormément de choses déjà par cette réponse. Alors, je vais peut-être te demander juste de préciser quelques petits éléments déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit qui mériteraient d'être, qui donnent à penser. Je sais que tu as vu énormément d'archives inédites, notamment de tracts. Tu as aussi pu observer les slogans, etc. Est-ce que tu as pu observer dans ces documents des revendications spécifiques liées à la question de l'expérience des femmes? Alors, tu as évoqué un petit peu notamment donc, ces étudiantes de Sciences Po, mais est-ce que tu as trouvé des traces d'un engagement, notamment par exemple d'ouvrières qui essayent d'articuler leur combat politique, par exemple, au sein de l'usine, et en même temps le combat pour l'égalité des sexes? Ou est-ce que ça reste vraiment très marginal dans les sources? Dans les sources, c'est minoritaire, hein, c'est objectivement minoritaire. Alors, soit il y a un prolongement des luttes précédentes, mais qui n'ont rien de spécifique du coup au moment 68, le moment 68 étant vraiment plutôt l'occasion de remettre en visibilité ces revendications, donc notamment à travail égal, salaire égal, ce qui était valable aussi bien pour les questions d'âge que pour les questions de genre. Pour les questions d'âge, ça avait rapport à ce qu'on appelait à l'époque les abattements d'âge, le fait que les jeunes ne touchaient qu'un pourcentage, pourtant à travail égal, du salaire des salariés majeurs. Et c'est d'ailleurs une des revendications qui sera satisfaite à l'issue de cette grève générale de 68, mais c'est aussi valable pour les femmes. Et donc, on voit certaines de ces revendications portées au sein des entreprises en grève. C'est une revendication qui est portée aussi bien par la CGT que la CFDT. Il faut d'ailleurs souligner que la CFDT est très en pointe sur ce type de revendication d'égalité, et notamment d'égalité par le genre. Même si, encore une fois, il y a régulièrement du côté aussi de la CGT la mise en avant de ces revendications, ou bien encore du côté du Parti communiste qui, depuis des années, en fait, porte des propositions de loi allant dans ce sens, ou voilà, des négociations. Mais en même temps, ce qui est vraiment très frappant, c'est que dans les négociations en question, même dans les lieux de travail qui sont très féminisés, qui peuvent être à 80% féminins, voire davantage, je pense aux grands magasins, par exemple, ou à des usines par exemple textile, où là aussi le personnel est très largement féminisé. En fait, ce sont quand même des hommes, et donc surtout des syndicalistes hommes et des dirigeants syndicaux hommes qui vont aller négocier avec le patronat. Donc il y a ces revendications, mais qui encore une fois ne sont pas typiques du moment 68. Et en fait, ce qu'elles revendiquent aussi, c'est justement la possibilité de s'exprimer comme telle, mais ce qui est très marquant à l'époque, mais là aussi ça va prendre du temps, hein, tu soulevais, puis on pourra sans doute y revenir, l'enjeu de la supposée révolution sexuelle. En fait, bon, c'est compliqué parce que la question de la sexualité, elle n'est pas si abordée que ça, et en particulier par les femmes en 68 même. Mais en revanche, on a beaucoup de témoignages à l'époque et puis a posteriori sur la question de la contraception, évidemment. Et tu citais le MLAC, mais ça viendra plus tard. Enfin, la question du droit à la contraception. On sait que la loi Neuwirth, qui autorise et légalise la contraception, en particulier via la pilule, elle ne date que de 1967. Après, il y aura toute la difficulté des décrets d'application de cette loi. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée qu'il n'y a pas d'obstacle à sa véritable mise en œuvre dans l'ordinaire des jours. Donc, et en fait, la question évidemment de l'avortement, elle est très présente parce que bon, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la sociologie aussi du rapport à la contraception, etc.
parce qu'on s'aperçoit que dans certains groupes sociaux, même une fois que la contraception est légalisée, on n'y recourt pas forcément pour toutes sortes de raisons, pour des raisons notamment religieuses. Il y a encore des groupes sociaux qui sont très attachés, par exemple, à l'idée de la virginité au mariage pour les femmes. Et donc là, il y a très clairement ce qu'on peut appeler une double morale sexuée et sexuelle. Double morale qui fait qu'on peut encourager et valoriser une sexualité précoce des garçons et au contraire être très attaché encore une fois à la virginité au mariage pour les femmes, les jeunes filles. Mais il y a aussi vraiment cette terreur de l'enfant non désiré, cette terreur de la mise au ban, de la discrimination, de la stigmatisation. On a des témoignages vraiment très très poignants de jeunes femmes qui se disent que si elles devaient avoir recours à l'avortement ou si elles se retrouvaient dans cette situation de mère célibataire, en fait, ça pourrait les pousser au suicide. Donc, c'est vraiment des témoignages très, très forts, très bouleversants. Et aussi la peur, alors donc voilà, donc la peur de se retrouver enceinte comme mère célibataire et puis la peur de l'avortement dans des conditions qu'on connaît terribles, dangereuses pour les femmes. Mais en fait, toutes les revendications qu'on va trouver un peu plus tard sur les violences faites aux femmes, sur la question des viols, sur la question de mon corps m'appartient, tel que l'a bien montré par exemple le travail de Bibia Pavard, c'est pas le moment 68 vraiment qui va les forger. Ce sont des aspirations qui vont naître plus tard, mais comme je le disais tout à l'heure, à la faveur aussi de cet événement émancipateur, avec cette prise de conscience aiguisée qu'il faut faire face aux contradictions de l'émancipation et vraiment surmonter ces contradictions en affirmant aussi le droit pour les femmes à défendre justement leurs droits, leur légitimité et leur capacité aussi politique et sociale. Merci Ludivine aussi pour tous ces développements extrêmement intéressants, tout à fait passionnants. Et alors du coup, j'ai eu envie de rebondir sur plusieurs choses que tu as dites. Peut-être déjà un petit peu en prolongement, tu évoquais les questions d'avortement, etc. Est-ce que tu as pu observer aussi dans l'étude de trajectoire de femmes que cette entrée en révolution, enfin cette entrée en politique, ce phénomène de protagonisme dont tu as parlé tout à l'heure, a eu des incidences aussi sur des effets de bifurcation, des effets de rupture sur la vie privée des femmes, en fait. Est-ce qu'il y a eu une impression que voilà, il y a événements, à la fois événements politiques, mais aussi événements dans leur vie, et que ça a complètement changé leur manière d'appréhender le quotidien, la famille, le rapport de couple, le rapport aux enfants, etc. Alors, moi, je n'ai pas mené ce travail, mais il faut absolument citer, au vu de ta question, le livre absolument passionnant de Julie Pagis, P-A-G-I-S, qui n'est pas historienne, qui est sociologue du politique. Julie Pagis, qui a écrit ce livre, encore une fois, très, très précieux, y compris pour contrer les discours clichés que tu évoquais en introduction, Caroline. Ça s'appelle Mai 68, un pavé dans leur histoire. D'ailleurs, ça a été très intéressant pour Julie comme pour moi de voir qu'avec un matériau, une manière de mobiliser le matériau très, très différente, puisqu'on n'a pas les mêmes sources, on n'a pas... Voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup sur archives, et donc les sources contemporaines de l'événement, et Julie, quant à elle, a fait justement une étude sociologique de trajectoire, et pour mesurer les conséquences biographiques de l'événement. Mais pour autant, on arrive en tout cas aux mêmes conclusions sur les aspirations et sur ce qu'a été véritablement cet événement, dont on oublie trop souvent que voilà, il n'a pas du tout été uniquement étudiant, qu'il n'a pas du tout été uniquement parisien, c'est l'évidence, qu'il n'a en fortiori pas été un événement de Nanterre ou du quartier latin. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais ce que montre très bien Julie Pagis dans cet ouvrage Mai 68, un pavé dans leur histoire, c'est que d'une part, mai juin 68 a eu plus de conséquences biographiques pour les femmes que pour les hommes. Ce qu'elle explique par le fait que les femmes, et en particulier les jeunes femmes en 68, qui sont rentrées dans l'événement, qui ont été justement des protagonistes en faisant
actes d'histoire et de politique au sens large, elles étaient moins politisées auparavant. Elles étaient moins dans des organisations syndicales, politiques, dans des associations, dans les collectifs, etc. Pour les raisons qu'on connaît bien, c'est-à-dire que justement, elles ont été pendant des décennies et en fait des siècles délégitimées dans l'espace public. Leur rôle était un rôle de domestique, domus, la maison, voilà, l'espace privé, tandis que l'espace public et politique était ouvert aux hommes. Donc, en fait, elles sortent dans la rue, mais aussi, du coup, dans cet espace public, vraiment en 68. Et du coup, ça a plus de conséquences dans leur vie, puisque c'est une nouveauté par rapport à ce qui pouvait précéder dans les trajectoires biographiques des hommes. Ça a eu aussi, en effet, des conséquences dans la conjugalité, bon là qui concernent aussi bien les hommes que les femmes. Ce que montre très bien aussi Julie, c'est que en fait cette génération, alors il y a plusieurs générations en 68, évidemment c'est pas non plus uniquement un mouvement de jeunes, il y a des générations qui cohabitent. Mais en fait dans la génération notamment qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, cette génération-là, on peut observer qu'elle forme aussi une cohorte politique qui aura toujours des comportements électoraux plus à gauche que la moyenne de l'électorat. Donc, il y a quelque chose là de spécifique qui croise un effet d'âge et un effet de période. Voilà. Et donc, ça donne véritablement un effet de génération, pour parler comme les politistes, qui croisent effet d'âge et effet de période. Donc, ces conséquences biographiques-là, elles font que, contrairement à ce qu'on dit en général, c'est-à-dire en prenant toujours les mêmes figures de Daniel Cohn-Bendit et de ses équivalents, mais voyez ce qu'ils sont devenus, etc. Et alors, ça, c'est les 68 arts, bon, sachant que 68 arts, comme tous les mots en art, parce que le suffixe, il est déjà d'emblée disqualifiant et péjoratif, mais surtout étayé, il est uniquement fondé sur ces espèces d'exemples complètement médiatisés dans le porte-parole de gens, comme c'est le cas de Daniel Cohn-Bendit. Mais justement, quand on fait un travail de fond à partir d'un véritable échantillon et vraiment une démarche très rigoureuse comme l'a fait Julie Pagis, on peut voir que globalement, ces trajectoires, elles restent fidèles aux idéaux, aux espoirs, aux engagements de 68. Elles sont... il y a des manières de déplacer ces engagements. On peut choisir des métiers. Par exemple, ces femmes, elles vont choisir beaucoup de métiers liés au travail social. Elles vont choisir des métiers liés à l'éducation. Elles vont se tourner aussi vers des méthodes de pédagogie active quand elles sont dans l'enseignement, etc. Mais c'est toujours une manière de rester fidèle à ces engagements premiers. Et enfin, la dernière chose qu'on peut dire sur les conséquences biographiques de l'événement, même si là, ce sont des conséquences plutôt négatives, c'est qu'elles ont fait l'expérience, la quarantaine arrivée, des ruptures conjugales, mais souvent pas de leur fait, mais du fait qu'on pouvait, que leur conjoint, à un moment, engageait cette rupture conjugale pour se remettre en couple avec notamment des femmes plus jeunes. Donc ça, c'était souvent, or ce qui s'est passé pour elles, c'est qu'elles avaient souvent tourné le dos à leur milieu social d'origine, en s'émancipant, en acquérant d'autres valeurs. Et du coup, quand il y a rupture conjugale de cette sorte, eh bien là, ça crée vraiment une rupture biographique plus grave encore, étant donné qu'elles avaient parfois fait table rase de leur milieu d'origine. Oui, j'aurais bien aimé aussi que tu puisses revenir, Ludivine, un petit peu sur, on en avait parlé un petit peu quand on avait préparé cette séance, sur les comités d'action de quartier. Peut-être tu pourrais préciser un petit peu ce que c'est pour les gens qui connaissent moins cette période. Et c'est vrai que ces comités d'action sont souvent présentés comme des lieux très égalitaires,
qui ont été des vrais lieux où s'est exprimé l'esprit émancipateur de mai juin 68, où justement il y avait cette idée aussi que les gens qui y parlaient n'étaient pas assignés sociologiquement à une position et qu'il y avait une espèce d'impression de suspension comme ça un peu des catégories sociales pour permettre une parole politique réelle. Et donc voilà, je m'interrogeais sur est-ce que ces comités d'action de quartier ont pu être des lieux où les femmes justement ont pu se retrouver de manière plus égalitaire avec les hommes face à la prise de parole par exemple, ou est-ce qu'on peut les penser comme des scènes d'égalité, hein, pour reprendre l'expression de Jacques Rancière. Voilà, est-ce que tu as des choses là-dessus? Ça aiguise ma curiosité. Oui. Alors, oui, en effet, c'est une question importante. Merci Caroline. En fait, il y a une distinction à faire, et tu l'as fait, cette distinction entre les comités de grève à proprement parler dans les lieux de travail et puis les comités d'action dans les quartiers. Et donc, c'est vrai que les comités de grève ont été eux-mêmes des lieux justement d'expression et de prise de parole, notamment de prise de parole féminine. Et moi, j'ai en tête, c'est ce que décrit Leslie dans différents textes et celui que j'ai lu rapidement tout à l'heure, mais on a vraiment beaucoup de documentation sur ces femmes qui plantent, y compris des tentes dans la cour de l'usine, et qui font des sit-ins et qui ont l'occasion justement de prendre la parole. C'est pas le cas, encore une fois, dans tous les comités de grève, parce que parfois, des dirigeants syndicaux vont verrouiller, vont dire en fait le comité de grève c'est essentiellement l'intersyndical. Voilà, donc il y a des situations extrêmement variées. En revanche, le point que tu soulèves est aussi passionnant, c'est celui donc des comités d'action dans les quartiers. Et c'est vrai que c'est assez fascinant parce que là, ce sont des relations vraiment de voisinage, des personnes qui ne se connaissaient pas forcément, qui se disaient bonjour, bonsoir, en fait, décident de se retrouver et de mettre à l'ordre du jour des discussions qui sont des enjeux vraiment politiques. Alors, ça va de qu'est-ce qu'on ferait dans une société émancipée, émancipée des rapports d'exploitation, d'oppression, de domination. Qu'est-ce qu'on ferait, par exemple, de l'héritage? Qu'est-ce qu'on fait de la monnaie? Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et ce qui s'exprime, du coup, c'est aussi la manière dont cette exploitation, elle a une connotation sexiste, viriliste, etc. Donc là, ce sont quand même des lieux où la parole permet justement de pointer du doigt ce type de domination. Et là, c'est sûr que les femmes s'expriment aussi. Même si il faut avoir à l'esprit ce que j'essayais de dire vraiment rapidement tout à l'heure, c'est que certaines indique quand même toujours cette espèce de complexe d'infériorité. Vraiment, ah mais lui, moi j'ai des choses à dire, mais lui là-bas, il les dira mieux que moi, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a justement cette aisance, cette maîtrise de la parole publique, etc. Et c'est parfois un tourment, quoi. C'est vraiment un tourment. De toute façon, il y a aussi du tourment, il y a de la joie, beaucoup en 68. Voilà, il y a de la joie, comme disait l'autre, ou le chantait, mais il y a aussi le poids de la responsabilité de l'événement, enfin, sentir que l'événement est vraiment historique et qu'il faut être à la hauteur de cet événement. Et dans les espaces à l'échelle locale, à l'échelle de ces groupes de quartier, parfois ça se ressent sous la forme je voudrais bien, mais je n'ose pas forcément m'exprimer, et en même temps ça pèse aussi, ça peut peser le fait de ne pas se sentir forcément à la hauteur de la situation. Donc en fait je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette diversité des situations et le fait que précisément de ces groupes de quartiers en 68 vont surgir aussi d'autres groupes, mais cette fois en non-mixité plus tard, à partir des années 70, qui sont des groupes femmes qu'on voit émerger dans les quartiers, sur les lieux de travail, dans les universités aussi, mais dont la sociologie est très diverse. Et ces groupes femmes vont, là pour le coup, comme ce sont des groupes non mixtes et choisis à dessein évidemment comme non mixtes, pour précisément être à la fois le lieu de l'affirmation de la légitimité d'une parole, le fait de refuser la domination des hommes qui, on appelle ça aujourd'hui le mansplaining, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est dire, voilà, sur nos sujets à nous, et sur des sujets pour lesquels on a besoin justement d'être en non-mixité, on a besoin de se protéger aussi dans une certaine mesure de la parole des hommes, mais on a besoin aussi d'un apprentissage collectif
proprement féminin pour se sentir justement dans la construction d'une aisance et d'une légitimité à s'exprimer. Il va y se passer énormément de choses. Et ce qui est vraiment passionnant dans ces groupes femmes, c'est qu'elles mettent à l'ordre du jour beaucoup de discussions de fond et elles rejoignent aussi l'histoire, en fait. Elles s'intéressent beaucoup à la manière dont l'histoire est enseignée. Elles étudient des manuels, elles analysent des manuels pour voir à quel point ils reproduisent des clichés de genre. Elles veulent mettre en avant une histoire de femmes, une histoire des femmes par les femmes, et pas seulement par des personnages célèbres. Elles mettent en évidence des luttes, des grèves, des mobilisations. Et ce qui m'a beaucoup fascinée à cet égard dans ces groupes femmes dans les quartiers, c'est que c'est comme si elles dialoguaient d'un siècle à l'autre et encore d'un siècle à l'autre avec d'autres femmes engagées, d'autres femmes en lutte. Par exemple, à Belleville, elle s'appuie sur des textes de femmes de la commune, des communeuses, qui elles-mêmes citent les femmes de la Révolution française. Et donc, à chaque fois, elles se disent, aussi bien les communeuses par rapport aux femmes de 89-93 que elles en 68 par rapport aux communeuses. Je ne les appelle pas les communardes, un peu pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le « art », c'est toujours du dénigrant, et à l'époque, les communards, c'était un mot employé par les ennemis de la commune, par leurs adversaires et leurs détracteurs. Mais voilà, et donc elles se saisissent de tout ça. Donc en fait, entre la parole qu'on entend dans les usines, Leslie en a parlé et on reparlera, il faut évidemment citer cette scène incroyable qu'on a sans doute en tête de Jocelyne aux usines Wonder de Saint-Ouen qui crie sa détermination, sa colère, son chagrin de voir que la lutte va s'arrêter. On est début juin et elle dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle ». Enfin voilà, c'est une scène extraordinaire de la reprise du travail aux usines Wonder. Jusqu'à ces groupes femmes, en passant par ce que tu mentionnais tout à l'heure et qui est en effet important parce que c'est resté encore marginal en 68, mais c'est le groupe féminin, masculin Avenir, fondé par Jacqueline Feldman, par Anne Zelensky. Il y avait Jane Ménial aussi, rejointe par Christine Delphi. Et elle disait, là j'ai leur texte sous les yeux, étudiant qui remet tout en question, les rapports de l'élève au maître. As-tu pensé aussi à remettre en question les rapports de l'homme à la femme? Étudiante qui participe à la révolution, ne sois pas dupe, une fois de plus, ne suis pas seulement les autres, définis tes propres revendications. Mais en 68, c'était vraiment encore très rare ce genre de texte et ça va se démultiplier dans ces groupes femmes à partir de 1970 et les années qui suivent. Mais justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous envisagez toutes les deux, parce qu'au final, quand on entend par exemple donc, des militantes féministes années 70 aujourd'hui qui sont plutôt dans un rapport de rejet vis-à-vis de 68 avec cette idée, c'est justement parce que 68, on a vécu une mise à l'écart, qu'on n'a pas écouté nos revendications, qu'on n'a pas écouté nos voix, que le mouvement féministe s'est créé en réaction, parce que tout d'un coup, on a pris conscience de la nécessité, notamment justement des groupes non mixtes dont tu parlais, Ludivine. Donc, est-ce que ça serait, ce mouvement féministe, vous le pensez comme une forme de réaction à ce qui s'est passé en 68 sur la question de la domination masculine, ou est-ce que plutôt vous préférez voir, comme à un moment, il me semble que tu suggérais, Ludivine, et on écoutera aussi, je l'espère, Leslie, là-dessus, plutôt au contraire comme finalement, pas en opposition, ces deux mouvements seraient plutôt en prolongement, il y aurait une dynamique qui serait enclenchée en 68 et qui aurait peut-être finalement permis, il aurait été une condition de possibilité aussi de l'émergence des mouvements féministes à 70. Comment vous vous positionnez par rapport à ces deux lectures opposées? Mais alors, si je peux intervenir. Oui, là, on vous entend. On m'entend. On en profite. Quand on parle de prise de parole, c'est dur. Je la prends pour dire que je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute que quand il y a un énorme mouvement dans toute la société, à tous les niveaux, avec un questionnement général, c'est évident que ça stimule des prises de pensée et des prises de parole particulières. C'est-à-dire que c'est tout à fait vrai qu'en 68, il y avait encore
plein d'ouvriers en lutte qui étaient complètement machistes. Moi, j'ai en tête, par exemple, un qu'on appelait le Cubain, parce qu'il avait été à Cuba et il avait fait il était vraiment marqué par ça. Et en même temps, il ne voulait pas que ses filles, qui étaient en âge, tout de même, adolescentes, aillent manifester. Bon, par exemple, ça c'était quelque chose d'évident. Mais en même temps, je pense que ces filles, ça les a travaillées. Enfin, je veux dire, c'est complètement dialectique. C'est-à-dire que on peut quand même pas dire que le mouvement de 68 a été contre des mouvements féministes. C'est absurde. Simplement, le patriarcat, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les têtes, même sans que les gens s'en rendent compte, que évidemment il fallait ensuite, et ça a été sur cette lancée qu'il y a eu des choses spécifiques qui se sont mises en route. Je crois que c'est quand même ça qui est évident, quoi. Bon, c'est de même pour les mouvements homosexuels, de même d'ailleurs pour les travailleurs immigrés. Le fait est que ce n'était pas du tout par rapport aux travailleurs immigrés que ça a été 68, mais en même temps, évidemment, comme la majorité, souvent, dans les grandes boîtes de OS, étaient des travailleurs immigrés, ça a complètement ça a stimulé complètement ça. Je pense que tout ça, c'est des choses qui sont vraiment dialectiques, alors, pour le coup. Et c'est vrai que, par exemple, le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui naît aussi dans le sillon de 68, en 71, a aussi critiqué le fait que l'hétéronormativité était extrêmement prégnante en 68 et qu'on a la possibilité d'une contestation de ces normes ces normes hétérosexuelles était quasi impossible pendant mai 68. Donc il y a aussi cette idée qu'il y a eu face à un blocage tout d'un coup une prise de conscience aussi c'est-à-dire comme si les choses seraient toujours sur une des avenues comme les Champs-Élysées. C'est pas comme ça. Et toi, donc, Ludivine, peut-être, comment tu perçois l'articulation entre ces deux mouvements et est-ce que tu vois ça aussi comme une dynamique contestataire qui, finalement, va se transformer et qu'il faut penser, du coup, peut-être, finalement, le mouvement de 68, plutôt en parlant, comme le font certains, des années 68, en fait, pour parler de toutes inclure ce début des années 70. Oui, d'ailleurs, il y a un nom important ici d'une historienne fondamentale, dont le travail fondamental sur le sujet, c'est Michèle Zancarini-Fournel. Michèle Zancarini-Fournel qui a beaucoup travaillé justement sur les années 68 et notamment dans les rapports de genre et aussi de classe sociale, évidemment. Donc oui, et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Leslie à l'instant sur le fait que c'est une dynamique qui n'est pas évidemment un frein au féminisme. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que moi je dirais que 68 en tant qu'événement, mai-juin 68, même si tout ne commence pas absolument en mai, qu'en janvier il y a des grèves ouvrières assez extraordinaire qui donne aussi l'envie aux étudiantes et étudiants de les soutenir et certains le font par exemple à Caen, etc. Bon. Ceci pour dire que il y a un événement qui n'est pas limité au mois de mai mais qui est comme ça embrasse en fait une année qui a été exceptionnelle sur le front des luttes sociales et l'année 67 aussi avait déjà été un pic de grève à Besançon par exemple. Où les grèves, notamment à la Rhodia Seta, donc dans une usine de fabrication de tissus, de textiles artificiels, où les femmes étaient aussi très nombreuses, et où on voit ces femmes, en particulier ces ouvrières, filmées par les groupes Medvedkin, donc à Besançon. Je pense par exemple à Suzanne Zédet, qui était dans une usine de montres, les montres Yema, etc. À bientôt, j'espère, et dans Classe de lutte, elles sont vraiment très, très présentes, ces femmes. Mais je dirais que le moment, donc l'événement 68 n'a pas été féministe à proprement parler. Je dirais qu'il a été féminin aussi, encore une fois parce qu'on a beaucoup souligné à quel point les femmes ont été actives, présentes, agissantes, mais à proprement parler, il n'a pas été féministe au sens où il n'a pas porté d'aspiration singulière, spécifique, à quelques exceptions près, et c'est pour ça que féminin, masculin, avenir, qui viendra un peu plus tard, féminisme, marxisme, action, donc FMA qui est transformé, féminisme, marxisme, action, est suffisamment rare pour être évoqué et souligné. Et donc c'est vrai que beaucoup de femmes ont parfois été choquées par le machisme que rappelait Leslie,
par le fait que, y compris dans des lieux d'occupation où on parle de liberté d'émancipation, d'une société différente, il y a des pincements aux fesses, etc. Donc voilà, je dirais féminin mais pas féministe. Mais après, tu as soulevé, et évidemment c'est toute la réflexion structurelle du séminaire, la question, Caroline, de révolution par révolution, contestation, etc. Bien sûr, et là aussi tu as eu raison de le faire remarquer d'emblée, 68 ne peut pas être considéré dans un premier sens du terme comme une révolution, puisqu'il n'y a pas eu de changement politique structurel, il n'y a pas eu de changement institutionnel, a fortiori, il n'y a pas eu de changement majeur dans le système social et économique, même si beaucoup parlaient du capitalisme et des manières de le renverser, ça n'a pas été le cas. En revanche, je pense qu'on peut retenir la deuxième acception du terme révolution, et c'est là qu'on rejoint le genre et les femmes, c'est-à-dire une révolution, on va dire, anthropologique. Et une révolution anthropologique, comme son nom l'indique, elle prend du temps. Là, on n'est pas dans le temps de l'événement, on est dans le temps plus profond, plus structurel, qui a fait émerger, encore une fois, des prises de conscience, du désir. Et donc, c'est vraiment quand même 68, malgré ces aspects sexistes, ces aspects machistes à certains égards, qui a permis le foisonnement féministe des années 70. Et je dois quand même souligner, juste pour terminer, que je me souviens que Christine Delphi, au moment de Nuit debout, m'avait dit, elle n'était pas là, elle était en Espagne au moment de Nuit debout. Et elle m'avait dit, profitez bien de Nuit debout, parce que ce qui a changé quand même par rapport à 68, c'était son souvenir, c'est que quand même, justement, cette domination masculine dans la prise de parole, elle était un peu écrasante. Alors que aujourd'hui, mais c'est aussi un héritage, bien sûr, c'est aussi un héritage de ces années 70, des groupes femmes, des féminismes, etc., des luttes aussi pour l'émancipation sexuelle. En fait, les mouvements plus récents sont quand même beaucoup plus soucieux de l'égalité dans la prise de parole, beaucoup plus soucieux, justement, c'est beaucoup plus visible désormais quand des leaders masculins monopolisent la parole. Et c'est même quasiment plus tolérable dans ce genre de mouvement. Donc il y a quand même une différence avec 68 même, mais c'est aussi le fruit de 68 comme révolution anthropologique. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.